RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure du Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement. Bonsoir. Bonsoir. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, le président Emmanuel Macron est à Mayotte, où le sujet de l'immigration est très sensible face aux clandestins venus pour la majorité des Comores. Le chef de l'État a affiché la fermeté tout en assurant qu'il ne remettrait jamais en cause le droit d'asile. Le sujet migratoire est source d'inquiétude et de colère sur l'île qui voit se déverser la détresse comorienne. On a le sentiment que parler d'immigration lui est plus facile à Mayotte qu'en métropole. Est-ce que c'est parce que le discours de fermeté s'impose plus à Mayotte que dans l'Hexagone ? Je crois que le discours du président de la République est tout le temps le même, quel que soit l'endroit de notre territoire où il est. Il y a évidemment une problématique particulière à Mayotte. J'ai eu l'occasion au mois d'août moi-même de faire un séjour dans l'île et on voit bien que quand vous avez une population dont la moitié est d'origine étrangère et parmi ces étrangers, la moitié est en situation irrégulière. Les problématiques auxquelles vous vous confrontez en matière de travail illégal, en matière d'urbanisme, en matière de santé sont absolument colossales et c'est extrêmement difficile la situation que vivent les Mahorais et les Mahoraises sur place. Juste une question, est-ce que c'était une erreur ? Nicolas Sarkozy en avait fait un département plutôt qu'un territoire. Est-ce que on se rend compte que c'est une erreur aujourd'hui ? Moi, je crois qu'il ne faut pas regarder le passé. Ce qui est important, c'est l'avenir de Mayotte. Mayotte est un département français et a vocation à le rester. Et nous sommes extrêmement fiers d'avoir ce bout de France dans l'océan Indien parce que c'est. Mais il faut s'en occuper. Mais évidemment, mais comme nous nous occupons de l'intégralité de nos territoires, bien entendu. Vous dites que le ton d'Emmanuel Macron est toujours le même et qu'il est toujours aussi ferme. On se souvient, vous vous souvenez forcément de Kwassa, ces petites embarcations traditionnelle dont Emmanuel Macron avait dit qu'elle ramenait surtout du Comorien, ce qui avait jeté un certain trouble. On a tout de même l'impression qu'il y a une plus grande facilité, comme le disait Roselyne, à en parler. En effet, peut-être parce que la situation est plus prégnante. Est-ce que ça veut dire qu'à partir d'un certain seuil d'immigration clandestine, on considère que la situation est plus urgente et qu'on peut en parler plus librement ? Non, je pense que le sujet, d'abord, il est différent entre ce qu'on peut trouver à Mayotte, en Guyane, pour citer ces deux territoires en Outre-mer qui sont particulièrement en butte au sujet de l'immigration clandestine, et ce qu'on peut avoir en France métropolitaine. Ce que nous avons dans l'Hexagone, c'est tout simplement une immigration qui est plutôt une immigration sur le droit d'asile, qui est par certains, bien des aspects d'ailleurs, qui peut être dévoyé. Et on a également une immigration irrégulière. Mais en proportion, on voit bien que par rapport à la population, on n'est pas dans les mêmes proportions, ni du coup dans les mêmes problématiques. Quoique parfois, les camps qu'on peut trouver à la Porte de la Chapelle à Paris peuvent faire penser à des bidonvilles qu'on trouve à Mayotte par certains égards. Et donc, on a des situations qui sont différentes, mais toujours la même problématique et la même manière d'y répondre. Cette manière d'y répondre, c'est de considérer qu'il y a des droits et des devoirs qui sont opposables à ceux qui sont demandeurs d'asile ou qui sont en situation irrégulière et que nous devons, à la fois avec ce qu'on a défini comme ligne politique de l'humanité et de la fermeté, faire en sorte que ces droits et ces devoirs soient respectés. Alors dans l'Hexagone, il y avait eu un débat sur l'immigration il y a quelques jours, et il avait agité les esprits, ce débat, bien avant qu'il n'ait lieu. Mais dans le fond, ce débat s'est fait dans un hémicycle quasiment vide. À quoi a servi dans le fond ce débat finalement, et quelles vont être les solutions, les prescriptions, enfin qu'est-ce qui va sortir de tout ça ? Moi, je crois que c'était un débat qui était important parce que c'était un débat où nous avons pu, en quelque sorte, j'aime bien cette expression, poser le ballon, prendre du temps pour effectuer le constat de ce qu'était la problématique migratoire dans notre pays et essayer de détacher l'intégralité des fantasmes qui bien souvent sont véhiculés, en particulier à droite et à l'extrême droite. Et donc, je pense que c'était important de pouvoir dire les choses telles qu'elles sont. C'était aussi important d'avoir un débat pour déterminer
déterminer ce qu'étaient nos lignes de force, nos grandes orientations. C'est ce que le Premier ministre a eu l'occasion de faire. Et dans les semaines et les mois qui viendront, nous aurons l'occasion, en concertation avec évidemment la majorité parlementaire, de faire un certain nombre de propositions, de mesures pour améliorer la situation telle que nous l'avons aujourd'hui. À Mayotte, aujourd'hui, Emmanuel Macron a dit, je le cite, la priorité du moment, c'est de lutter contre la radicalisation et le communautarisme. Et il a souligné le risque d'une, je reprends ces termes, d'une coagulation dans les esprits entre communautarisme et islam. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est en train d'assister à ça, que quand on parle du communautarisme, il est question par exemple d'une éventuelle interdiction des listes communautaires aux élections, quand on parle de communautarisme, est-ce que sans le nommer, c'est l'islam et exclusivement l'islam qui est visé ? Moi, je crois que c'est des débats qui sont extrêmement complexes et que, mais qui agitent énormément la société. Énormément la société française. C'est bien le signe que ces débats sont des débats importants. Moi, j'ai été très peinée de voir que la manière dont ce débat s'est organisé ces derniers jours et ces dernières semaines, au fond, a pu laisser penser, voire a nourri la stigmatisation de nos compatriotes musulmans. Pour moi, c'est inacceptable parce qu'on est d'abord français avant d'avoir une religion. Et pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental dans la République. Et donc, je comprends parfaitement que nos compatriotes musulmans puissent s'être sentis stigmatisés parce qu'on a bien vu les dérives dans ce débat, les instrumentalisations, parfois de part et d'autre de l'échiquier politique, qu'on a pu avoir. Je crois que c'est un débat dans lequel il faut distinguer et mettre à plat les choses. Il y a le sujet de la radicalisation. Le fait que des gens qui pratiquent un islam fondamentaliste, qui prônent un islam politique, puissent se radicaliser et éventuellement que cette radicalisation débouche sur des actes de terrorisme. Ça, nous devons le combattre sans relâche. Nous le faisons et nous le faisons avec une très grande fermeté. Mais est-ce que le terrorisme est le seul problème de la radicalisation ? Le terrorisme n'est pas le seul problème de la radicalisation, bien entendu, parce que tous ceux qui se radicalisent ne passent pas à l'acte, bien évidemment. Mais ça peut créer des difficultés de vivre ensemble, pour employer ce terme. Ça peut, par effet de bord, créer des difficultés de communautarisme. Oui. Et ça, pour moi, c'est un autre sujet. Le communautarisme, c'est le fait qu'au sein de la République française, des gens fassent en quelque sorte sécession et considèrent qu'ils sont mieux intégrés dans une communauté qui est fermée qu'au sein de la nation tout entière. Ça n'est pas le choix de société que nous avons fait en France. Vous avez d'autres sociétés, notamment dans des sociétés anglo-saxonnes, où le multiculturalisme est la manière de faire vivre les communautés ensemble. Alors, on en dira un mot pour savoir un peu quelle est la position d'Emmanuel Macron là-dessus, mais on a quand même entendu un débat politique dans votre majorité, des sons de cloche différents. Votre avis, chacun a donné un peu son avis. Le ministre Blanquer, le ministre de l'Éducation, qui a dit que le voile n'était pas souhaitable dans notre société. Aurélien Taché a dit, le député En Marche, qu'il a accusé le ministre Blanquer d'utiliser les mots du Rassemblement national. Donc la Macronie semble être sur plusieurs lignes. Si j'étais, mettons que je sois une électrice de La République En Marche et que je sois un peu perdue, je me mets, à votre avis, à celui d'Aurélien Taché ou à celui de Jean-Michel Blanquer. Quelle est la position tenue par votre majorité en réalité? Parce que chacun a donné son avis. Je crois que d'abord il y a un débat qui est systématiquement biaisé parce qu'il se réduit à des petites phrases qu'on s'échange à coups d'interview ou à coups de phrases sur les réseaux sociaux. Je crois que, en l'occurrence, sur le débat qui nous a préoccupés, qui est celui de la possibilité pour une mère voilée de participer à des sorties scolaires, la position de la majorité est extrêmement claire. Nous ne souhaitons pas légiférer sur le sujet parce que nous considérons que le cadre de la loi de 1905 est suffisant pour répondre à toutes les situations et nous n'entendons pas légiférer sur le sujet. Oui, mais certains considèrent que les sorties d'école, c'est une continuité de Mais ça, c'est des gens, ceux qui considèrent ça sont des gens qui n'appartiennent pas à cette majorité. C'est vrai, c'est la droite. Donc, enfin, je vous le dis. Il y a votre consoeur, qui est député, Frédéric va me retrouver le nom, qui va voter la loi d'Éric Ciotti, qui est Aurélie Berger. Évidemment, il peut y avoir des nuances parmi les parlementaires, mais ça, je l'entends. Et d'ailleurs, on a un groupe parlementaire qui, justement, vit par les différentes opinions qui peuvent s'y exprimer, avec un certain nombre de choses fondamentales qui nous réunissent. Je pense qu'en la matière, il faut déjà avoir ordonné notre débat et en l'occurrence le Premier ministre
et le président de la République ont été extrêmement clairs, et l'un et l'autre. Ils considèrent, et c'est au fond eux qui définissent la ligne de la majorité aujourd'hui, ils considèrent qu'il n'y a pas lieu de légiférer de nouveau sur le sujet du voile parce que nous avons tout l'arsenal juridique et tout le cadre juridique qui permet de voir comment est-ce que on organise la présence des signes religieux dans l'espace public et dans les services publics. Les choses sont très claires. Nous n'allons pas légiférer en la matière. Après, qu'il puisse y avoir des nuances qui s'expriment sur la manière dont on peut au mieux intégrer nos compatriotes. Ça, c'est des débats qui, je crois, sont des débats légitimes, mais je crois aussi qu'il ne faut pas tomber ni dans le piège de l'extrême droite, ni dans le piège des fondamentalistes religieux. Parce que ce sont, au fond, des frères ennemis qui n'ont que comme seul et unique but que de diviser la République. Et je crois que cette majorité a intérêt très profondément à ne pas tomber dans ce piège. Quand vous voyez que Yacine Bellatar, qui avait été choisi par le président de la République pour siéger au Conseil présidentiel des banlieues, a annoncé vendredi de manière assez fracassante, dans une lettre ouverte adressée au président, qu'il quittait ce Conseil pour manifester son désaccord avec ce qui se dit, notamment sur l'affaire des mères accompagnatrices voilées. Il dit par exemple à Emmanuel Macron, Monsieur le Président, dans cette lettre, il faudra légaliser les musulmans dans ce pays avant de légaliser la marijuana. Qu'est-ce que vous y voyez? Simplement un mouvement d'humeur d'un personnage impétueux ou le révélateur d'un malaise beaucoup plus profond dont il se fait un peu le porte-parole? Moi, je ne crois pas que Yacine Bellatar soit le porte-parole de tous les musulmans de France. Moi, ce que je peux vous dire... Ne le prétend pas, d'ailleurs. Ce que je peux vous dire, c'est ce que je ressens très profondément. Je dénonce sans relâche la stigmatisation, l'opprobre parfois même, et tous les amalgames dont sont victimes une partie de nos compatriotes musulmans. Et ça, je le refuse. Je le refuse très profondément parce que ça n'est pas ma culture, ça n'est pas ma conception de la nation et au fond de la communauté nationale que nous formons tous ensemble. Moi, je crois que peut-être Yacine Bellatar n'a pas connaissance de toutes les positions qui ont été exprimées et en particulier de la position que je viens de vous donner sur ce sujet des mères voilées dans les sorties scolaires parce que sans doute aurait-il révisé son jugement. Alors, justement, il était l'invité de Frédéric Rivière ce matin et il a ajouté, il a conseillé à Jean-Michel Blanquer de ne pas mettre les pieds dans le 93. Est-ce que c'est une menace voilée et qu'est-ce que peut faire le gouvernement ? Un ministre est partout chez lui, sur tous les territoires de la République. Il n'y a pas de territoire de la République pour lesquels il y ait une exclusion vis-à-vis d'un ministre. Je pense que c'est extrêmement important de le dire et de le redire. Jean-Michel Blanquer est un excellent ministre de l'Éducation nationale. Jean-Michel Blanquer fait parfaitement partie de cette majorité. On peut avoir des débats. Je pense que c'est sain. Oui. Je pense que c'est au contraire enrichissant. Et en réalité, nous n'avons que quelques nuances et pas des oppositions. Alors justement, vous parliez de nuances. Donc, on attend, c'est vrai, beaucoup d'une clarification du président sur le sujet. On sait qu'il est attaché, vous l'avez rappelé, aux tables de la loi, et notamment celle de 1905, qu'il n'est pas partisan du modèle anglo-saxon, c'est-à-dire le communautarisme, mais qu'il refuse le laïcisme, en quelque sorte, ce qui voudrait utiliser la laïcité comme une arme contre les religions. Donc, en quelque sorte, c'est un peu en même temps. Mais est-ce que là-dessus, on peut faire du en même temps ? Au fond, revenir à ce qu'est l'esprit du législateur en 1905. Ce que fait le législateur en 1905, c'est protéger l'ensemble de nos concitoyens dans leur liberté de croire ou de ne pas croire. Oui. Et au fond, on dit que la société française n'est pas laïque. La société française peut laisser s'exprimer des gens qui croient en Dieu et des gens qui ne croient pas en Dieu, et des gens qui croient dans des dieux différents. Et tout le monde a la liberté de pouvoir exercer son culte. En son fort intérieur. Non pas en son fort intérieur, vous pouvez parfaitement vous balader dans la rue avec une kippa, une croix ou un voile. Pas dans les services publics, ni quand on est agent du service public. L'État et ses agents et les auxiliaires du service public est par nature neutre, pour justement protéger la liberté de croire ou de ne pas croire, et puis aussi protéger de tous les engagements politiques. Cette neutralité s'entend aussi d'un point de vue politique. Et ce cadre-là, c'est le cadre que respecte Emmanuel Macron. C'est le cadre qui, pour lui, est le socle de la laïcité. La laïcité, ça n'est pas une religion dans laquelle vous croiriez. C'est au fondement de notre nation, c'est au fondement de notre pacte national, de ce qui nous lie les uns avec les autres, et ça permet à chacun d'exercer sa liberté. Donc il n'y aura pas de clarification de la part du président. Mais le président de la République, pardon de vous le dire, j'ai été sa conseillère, donc j'ai eu l'occasion d'écouter un certain nombre de discours. Il s'est exprimé
devant les protestants. Il s'est exprimé devant les catholiques. Il s'est exprimé devant les juifs. Il s'est exprimé, y compris au dîner du CRIF, dans un dîner de rupture du jeûne, pardon. Le président de la République, à de multiples reprises, s'est exprimé sur la question de la laïcité. Je vous invite à relire une interview qu'il a eu l'occasion de donner au 1, qui est un hebdomadaire bien connu, un mensuel bien connu. Et donc, il a eu l'occasion d'exprimer à de multiples reprises sa vision de la laïcité. Et d'ailleurs, régulièrement, on ressort des je vous en ai fait un petit résumé tout à l'heure. Un florilège de ce qu'a pu dire le président de la République. Il a quand même laissé de nouveau entendre là à Mayotte qu'il s'exprimerait de manière spécifique sur le sujet à une échéance qu'il n'a pas précisée. Il y a un sujet qui est effectivement, il y a un sujet sur lequel il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer à ce stade, c'est le sujet de l'organisation des cultes, et singulièrement du culte musulman, sur lequel, effectivement, il y a des questions de longue date sur son financement, sur la formation des prédicateurs, et c'est un sujet sur lequel le président de la République ne s'est pas encore exprimé. Très rapidement, parce qu'il nous reste 2 minutes 30 à peu près, et je voudrais vous poser une question sur les agriculteurs, avant que Roselyne ne vous parle sans doute de la SNCF. D'un mot, on les a vus manifester aujourd'hui, pas sûr, on les a vus manifester aujourd'hui, demander la fin de l'agri-bashing, et en appeler au président de la République. On sait que la loi alimentation ne donne pas du tout les résultats escomptés. Je vous trouve un peu sévère. Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, le connaît lui-même, que c'est pas loin d'être un plein succès. Loin d'être un plein succès, mais il y a quand même des succès. Oui. Mais est-ce que vous allez donner un sérieux tour de vis pour que, enfin, cette loi qui avait suscité beaucoup d'espoir chez les agriculteurs porte ses fruits et ses légumes, si je puis dire? Moi, je crois qu'il est d'abord important de comprendre, au fond, d'où vient le malaise des agriculteurs. Je pense qu'aujourd'hui, l'agriculture française est soumise à des transformations qui sont des transformations importantes. Quand on parle, par exemple, du fait qu'il y a du changement climatique, c'est notamment des répercussions pour les agriculteurs. Quand vous avez tout d'un coup de la pluie qui tombe sur votre blé au beau milieu de l'été, ça fait des champignons à l'intérieur de votre blé. Et donc, vous devez utiliser des pesticides parce que vous n'avez pas le choix. Donc, on voit bien que les changements qui sont à l'œuvre sont des changements qui touchent les agriculteurs. Les agriculteurs, ils ont une double angoisse. Ils ont une triple angoisse. Comment ils gèrent ces nouveaux risques auxquels ils sont désormais confrontés? Comment est-ce qu'ils transmettent leurs exploitations? Parce qu'il y a un attachement très fort au travail qui est le leur, à leur terre. Et donc aujourd'hui, on voit bien que c'est des métiers pour lesquels on peut avoir une attractivité qui est difficile. Et puis, il se pose la question de comment vivre au quotidien. Il faut qu'on puisse répondre à ces questions, qu'on puisse les respecter dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils font pour notre alimentation, et qu'ensuite on les accompagne dans la transition écologique qui est nécessaire et à laquelle je crois ils sont vraiment prêts. Alors Sibeth Ndiaye, une dernière question. On voit des mouvements sociaux de plus en plus, les agriculteurs, les policiers, les infirmiers. Est-ce que le terrain social devient un terrain d'affrontement? Parce que dans le fond, il n'y a plus, et en politique, il y a le duel Macron-Le Pen, et si on ne nourrit plus le débat politique, et le social occupe tout le terrain. Non, moi je crois très profondément qu'il y a dans un certain nombre de professions des inquiétudes qui sont légitimes, qui sont nourries parce que des choses se sont sédimentées pendant des années. Et donc, on peut le dire. Non, c'est pas du corporatisme. Si, c'est du corporatisme. C'est pas du corporatisme. Moi je crois très profondément qu'il y a des inquiétudes qui s'expriment, que pour partie ces inquiétudes sont légitimes et que le gouvernement doit y répondre et évidemment le fera. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, et merci à Camille Néant et à Charlotte Turien-Tomaca d'avoir préparé cette émission, et à toute l'équipe technique. À très vite. Merci. Austérité, déflation, flexi-sécurité. Les termes économiques vous effraient? Vous n'y comprenez rien. Décomplexez-vous en regardant le gros mot de l'écho. Un moyen simple et ludique pour comprendre l'économie avec Myriam Mascarello. Le gros mot de l'écho, présenté par Myriam Mascarello. À voir sur France 24 et france24.com. Café Méo, c'est l'histoire d'un savoir-faire qui se transmet depuis 1928. Nous sélectionnons avec soin et torréfions à cœur les meilleures origines. Café Méo, c'est l'authenticité de saveurs toujours renouvelées. Chaque tasse est un voyage au goût inimitable. Goûtez au plaisir du bio avec les nouvelles capsules Café Méo.
France 24, un autre point de vue. Liberté, égalité, actualité.